Je veux vous présenter Misha Metrahi. Misha est une étudiante en doctorat de sociologie à l'Université du Nouveau-Brunswick. Je veux lui souhaiter la bienvenue et j'ai bien hâte d'entendre sa présentation. Merci beaucoup. Comme on vient de le mentionner, je suis Misha Metrahi, étudiante en doctorat au département de sociologie de l'Université du Nouveau-Brunswick. La docteure Kathy Holtman et moi avons travaillé sur l'analyse des données de l'ICPHF sur les immigrants et les réfugiés afin de comprendre les traumatismes prémigratoires et le stress post-migratoire comme facteurs possibles de violence conjugale dans les populations d'immigrants et de réfugiés. Alors voici les 3 questions de recherche que nous avons cherché à explorer en utilisant les données sur les immigrants et les réfugiés concernant les traumatismes prémigratoires, la honte et l'honneur. Voici les questions. Les prestataires de services sont-ils conscients des effets des traumatismes antérieurs à la migration en ce qui a trait aux expériences de violence familiale des immigrantes? Croient-ils qu'il existe des notions de honte et d'honneur chez les femmes immigrantes qui affectent leur vie au Canada? Existe-t-il des preuves que les sentiments de honte et l'honneur sont déclenchés, traumatisme prémigratoire, dans des familles immigrantes en raison des obstacles structurels auxquels elles sont confrontées au Canada, sous forme de stress post-migratoire? Le cadre théorique que nous avons utilisé pour notre analyse est donc l'intersectionnalité. Nous examinons le rôle des principales structures sociales, telles que l'ethnicité, la classe sociale, le sexe, qui ont augmenté les facteurs de risque au niveau communautaire pour les familles d'immigrants et de réfugiés victimes de violences conjugales au Canada. Dans ce cadre, nous avons analysé les données des informateurs clés. Nous voulions trouver des moyens par lesquels les prestataires de services publics sont conscients des facteurs de risque au niveau communautaire associés aux identités et aux pratiques culturelles et religieuses. La culture et la religion sont étroitement liées et structurent ensemble l'ethnicité, la classe sociale, le sexe et le pays d'origine. Au Canada, ces éléments doivent être explorés. Les ressources culturelles et religieuses façonnent les conceptions des immigrants en matière de violence et les pratiques de la honte et de l'honneur dans les situations de violence. Qu'il s'agisse d'une violence collective comme des guerres ou des violences extrémistes, de génocide ou de violences interpersonnelles comme la violence conjugale. Le fait de ne pas prendre en compte ni de comprendre les conceptions religieuses et culturelles de la honte et de l'honneur ou de les rejeter comme étant problématiques peut être un moyen pour les prestataires de services publics de ne pas aborder le risque au niveau de la communauté et d'empêcher les immigrants d'accéder à d'importantes ressources religieuses et culturelles qui pourraient les aider à planifier leur sécurité. Nous avons inclus tous les entretiens où il était question d'immigrants et de réfugiés à divers degrés et nous les avons codés. Les prestataires de services, dans certains cas, parlaient aussi d'enfants immigrés. Nous avons trouvé des preuves de la façon dont les inégalités structurelles croisées augmentent le risque au niveau de la communauté sous forme de barrières culturelles, linguistiques et d'isolement. Il s'agit de la peur d'être isolé de sa propre famille, de sa communauté et de ses enfants, de la peur de l'expulsion et de la peur de la police. Pour comprendre comment les prestataires de services sont conscients des facteurs de risque au niveau communautaire associés aux identités et pratiques culturelles et religieuses, on a obtenu des réponses en examinant ces différentes barrières structurelles et comment elles sont liées. L'analyse a examiné les traumatismes antérieurs à la migration qui peuvent jouer un rôle dans le stress post-migratoire et nous allons en parler dans les prochaines diapos. Pour comprendre les traumatismes prémigratoires, il ne s'agit pas seulement de la violence collective à laquelle ils ont été confrontés dans leur pays d'origine, mais aussi de leur expérience avec les institutions et les structures sociopolitiques de ce pays. Alors la peur de la police, la méfiance à l'égard des systèmes au Canada, et ce qu'on veut dire, c'est que les gouvernements, le système judiciaire et d'autres institutions soulignent que cette peur a existé à cause des expériences des immigrants et des réfugiés dans leur pays d'origine. La violence familiale et collective existait dans leur pays d'origine, mais elle s'est transformée en un facteur de stress post-migratoire. Cela entraîne un changement dans la dynamique du pouvoir, au niveau interpersonnel et à des niveaux sociopolitiques. Nous n'avons pas analysé cet aspect dans cette recherche, mais
à notre avis, il est essentiel de reconnaître le contexte plus large. Un autre obstacle important qui est apparu est celui des troubles de stress post-traumatique. Alors, il s'agit de différents types de traumatismes liés au fait de quitter un pays déchiré par la guerre ou de passer par le processus d'immigration, de perdre son statut économique et social. Et ce dernier peut être dans le pays d'origine et aussi lorsqu'il s'installe ici. Il y a un sentiment de perte d'identité sur plusieurs fronts. Cela peut mener à la perpétration de violences. Bien que les prestataires de services n'aient pas beaucoup exploré les choses à cet égard, dans le sens de quel type de SPT émerge pour quelles raisons, ce qui est apparu plus ou moins, c'est que les immigrants et les réfugiés souffraient et souffrent de différents types de TSPT qui sont aggravés par la consommation d'alcool et de drogue, ce qui contribue à la violence conjugale. Les prochaines diapositives vont présenter surtout des citations tirées des entretiens. Elles montrent comment les prestataires de services ont discuté du rôle de la culture et des différentes cultures comme des raisons importantes de la violence conjugale, de manière directe et indirecte. Ce n'est pas dans tous les entretiens qu'on dit que la culture est la raison, mais indirectement, beaucoup d'entre eux mettent en avant les barrières culturelles comme des raisons derrière la violence conjugale. Il est également important de comprendre que la violence conjugale, si l'on considère la culture comme la raison, est répandue dans la société canadienne. Alors si on dit que la culture est une raison, ça devient problématique. La première citation mentionne le fait de travailler autour des croyances culturelles plutôt que de travailler avec celles-ci. Ça reflète une culture comme quelque chose à éviter ou à contourner. Nous soutenons que la culture et la religion n'appellent pas la violence conjugale, mais façonnent les expériences de violence conjugale pour les survivants et les agresseurs. Pour comprendre leurs expériences, les prestataires de services doivent poser des questions qui révèlent les croyances et les pratiques ethno-religieuses du pays d'origine et ne doivent pas simplement considérer la culture comme étant problématique. La deuxième citation parle du lien avec les traumatismes. Elle est très importante. Elle reflète les différents niveaux de traumatisme qui affectent la population. Le fait d'être dans des camps de réfugiés ou de fuir des pays déchirés par la guerre. Alors même quand la violence est perpétrée par le partenaire, les femmes choisissent de rester avec lui en raison des différents types de traumatismes qu'elles ont vécus ensemble ou qu'elles vivent encore, ce qui rend très difficile de quitter l'agresseur. Ensuite, il y a d'autres facteurs de stress post-migratoire qui jouent un rôle. Il est possible de voir que la violence conjugale n'est pas un facteur important lorsque des choses se produisent en arrière-plan, comme l'établissement dans un nouveau pays et la recherche de stabilité financière, ainsi que les obstacles linguistiques, ce qui sont des facteurs importants qui les poussent à vouloir être avec l'agresseur. Ainsi, une fois que la culture, les croyances et les pratiques sont comprises de manière plus approfondie, ainsi que les traumatismes et les différents types de traumatismes, on peut comprendre pourquoi signaler la violence et le fait que les femmes ne viennent pas et ne la signalent pas est un problème important. Et pourquoi c'est difficile pour elles de le faire. Ce qui est positif, c'est que certains des prestataires de services ont aussi mentionné l'importance de comprendre la culture du pays d'origine, des immigrants et des réfugiés. Mais bien qu'ils reconnaissent l'importance de s'éduquer, ils ont mentionné qu'il y a un manque de ressources qui les empêche d'apprendre la culture. Notre argument est que pour comprendre les différentes cultures et leur rôle potentiel dans la violence conjugale et explorer les facteurs de risque et de sécurité dans la communauté, il est aussi important d'examiner les facteurs économiques, religieux, culturels et sociaux qui sont en jeu et créent un sentiment d'isolement sur tous les fronts. Et cela renvoie à la question que nous avons posée sur la honte et l'honneur. Dans ce tribunal, on peut voir que même sans soutien, faire le pas pour se séparer d'un partenaire violent apporte la honte à la survivante en raison des normes et des attentes culturelles. Mais il est aussi important d'élargir les notions de honte et d'honneur. Par exemple, certains prestataires de services ont expliqué que les immigrants pensaient que s'installer au Canada serait une sorte d'ascension économique et sociale. Mais comme ils ne sont plus médecins ou ingénieurs ici, comme ils étaient dans leur pays d'origine, l'impact sur leur position sociale et économique entraîne de la honte. Un autre type de honte est lié aux valeurs collectivistes. Les femmes décident de ne pas signaler la violence parce qu'elles ne la considèrent pas comme un problème social public.
Et comme les communautés sont plus petites au Canada, elles ne veulent pas que les autres soient au courant, comme les chefs religieux, les prêtres et les imams, etc. Elles craignent aussi d'être ostracisées par les membres de leur famille et par leur communauté fermée. Il y a aussi la façon dont la religion est utilisée de manière négative. Les sentiments de honte et de culpabilité de la femme peuvent être attribués à sa croyance en ses devoirs sacrés de mère et de soignante dans sa famille. De nombreuses femmes religieuses croient que la violence conjugale est de leur faute. Si elles étaient une meilleure mère chrétienne, ces problèmes ne seraient pas survenus. Cette croyance est renforcée par leur agresseur et le groupe ethno-religieux. Pour les musulmanes, la compréhension des scripts religieux genrés de l'obéissance et de la soumission de la femme à l'autorité de son mari peut être manipulée pour justifier la violence dans la défense de l'honneur de la famille. Ces deux exemples montrent comment les croyances et pratiques religieuses rendent les femmes immigrées vulnérables à la violence conjugale. Mais le christianisme et l'islam ont des enseignements qui promeuvent la justice, la paix et l'égalité dans les relations entre les sexes, ainsi que des textes sacrés qui condamnent la violence et les abus. Pour comprendre comment la culture joue un rôle, il est important de la situer par rapport aux différentes notions de honte et d'honneur, pour comprendre comment elles sont utilisées de manière négative, empêchant les femmes immigrées et réfugiées de dénoncer la violence. Enfin, les prestataires de services ont parlé de la culture de la honte et de l'honneur comme des raisons, mais ils comprennent l'importance des liens entre ces éléments. Mais s'ils comprennent ces liens, cela n'est pas apparu dans l'analyse des entretiens. Ils ont blâmé la culture, mais ça ne sert à rien s'ils ne comprennent pas les croyances et les pratiques culturelles ou religieuses particulières qui influencent la vision du monde qu'ont les survivants ou les agresseurs. Alors, les prestataires de services connaissent bien les normes culturelles canadiennes qui condamnent la violence conjugale, mais le paysage culturel canadien est très diversifié. Cette citation implique que les règles du jeu sont les mêmes pour tous lorsqu'il s'agit d'intervenir auprès des survivantes de la violence. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Les différences ethno-religieuses et socio-économiques entraînent des inégalités complexes et nécessitent une intervention sensible et informée sur le plan culturel. Les prestataires de services doivent être plus conscients et mieux informés des facteurs de risque au niveau communautaire associés à la religion et à la culture. En outre, ils doivent acquérir des compétences pour aider les survivantes à réfléchir à leurs croyances et pratiques ethno-religieuses. Ils peuvent acquérir ces compétences auprès des chefs religieux et culturels qui sont formés aux meilleures pratiques de réponse aux situations de violence conjugale. Si l'intersectionnalité nous aide à reconnaître comment différents systèmes oppressifs fonctionnent ensemble, il est aussi important de savoir comment elle est communiquée. Dans beaucoup d'entrevues, les prestataires de services ont indiqué qu'ils avaient dû expliquer que la violence conjugale n'est pas tolérable au Canada, même si elle passait dans le pays d'origine. Il est important de communiquer ce message, mais il est aussi important de noter qu'un ton de supériorité peut causer beaucoup de dommages à une communauté déjà traumatisée. Il est donc nécessaire d'adopter une approche empathique et de se sensibiliser aux différentes cultures. Ma présentation a été vraiment rapide, mais j'ai hâte aux questions et aux discussions sur ce sujet. Merci.